Salut les amis, petit live surprise avec un moustachu, n'est-ce pas? L'ami Juan Branco qui va être interviewé par Patrick Roger, qui passera dans la matinale le 24 décembre à 7h40. L'idée c'est que pendant les vacances, on va interroger les gens qui ont un peu fait l'actualité, marqué de leur empreinte un petit peu ce qui s'est passé tout au long de l'année 2019. Et on a vu des nouveaux visages, des nouvelles figures émerger, qui changent un petit peu des médias mainstream et des gens qui nous expliquent toujours comment la Terre tourne et pourquoi elle est aplatie au pôle. Hein, c'est un peu ça. Ouais. Donc, ton bouquin marche bien, Juan, toujours. On a fait 100 000 quand même. On Donc, a 100 000 exemplaires, comme quoi. Hein. et avec 1 million de téléchargements gratuits, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui l'ont lu. Alors bon, c'est peut-être pas encore la majorité des Français, mais je pense que ça permet d'initier un certain nombre de personnes au fonctionnement réel des médias et du rapport à l'oligarchie qu'a mis en place notre système politique aujourd'hui. Il y a cette phrase qui a été reprise, je l'ai vue en manif hier, Voilà. dans des pancartes. Je l'ai fait en photo d'ailleurs. Ils ne sont pas corrompus, ils sont à la corruption. Et je pense que c'est important d'intégrer cette dimension. C'est-à-dire que c'est pas tant la corruption individuelle que le fait qu'ils maîtrisent les outils qui font que leur corruption peut devenir légale. C'est-à-dire que c'est eux qui fabriquent la loi, donc à un moment, ils peuvent rendre acceptable ce qui, pour n'importe quel autre citoyen, ne l'est pas. Et on peut s'obstiner à les chasser les uns après les autres. Ça fait vendre du papier. Hein. Mediapart et compagnie sont très contents d'en choper un tous les 6 mois, mais si on préserve le système si on ne se rend pas compte qu'en fait ça s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large où il y a une manipulation justement de l'opinion publique et que rien n'est fait pour corriger en amont ces dérives. Donc Ouais. voilà. Je mettrai le coup de grâce le 19 mars, comme je te le disais tout à l'heure, puisque sort mon bouquin chez cet excellent éditeur, oui. Marion Mazoric, au Diable Vauvert, si elle nous écoute. Et oui, puis en fait, ce qui s'est passé sur les retraites avec le haut commissaire, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, et puis ce travail qu'on fait, qu'en fait, je pense qu'il était vraiment de bonne foi, et c'est ça peut-être le pire, c'est que je pense qu'il n'a même pas eu conscience qu'il était dans le conflit d'intérêts. Pourquoi ? Parce que ce monde-là, c'est la normalité, on est à la tête en fait, d'organismes, de think tank, on se fait payer pour ça, et puis on est un peu dans le monde de l'assurance. Mais on regarde, mais Édouard Philippe, si vous regardez son parcours, que j'ai un peu décrit dans Crépuscule, mais aussi dans un entretien que j'avais fait avec Michel Onfray, vous regardez, c'est le conflit d'intérêts systématisé, c'est-à-dire qu'il passe de l'ENA et du Conseil d'État à un cabinet d'avocats qui utilise ses compétences pour se battre contre l'État, donc utilise la formation que l'État lui a donnée pour se battre contre l'État. Dans la foulée, il se fait élire, parce que bon, c'est des aristocrates, hein, on vous donne des charges, des mandats électoraux comme ça, comme si, pour peu que vous ayez fait l'ENA, donc il se fait élire, et avec ça, il se fait propulser à la tête du lobbying chez Areva, où il participe à couvrir l'affaire Uramine notamment, à aider Areva à couler, en fait, quelque part, tout en sauvant ses dirigeants, et puis après, il se fait encore propulser derrière. Je veux dire, c'est évidemment qu'ils ne s'en rendent pas compte, vu qu'ils font tous la même chose, et ils fonctionnent comme ça, donc la bonne foi, oui, quand on est à ce niveau de corruption généralisée, c'est sûr que on finit par ne plus avoir de standards. Et par ailleurs, moi, ce qu'on a vu hier pendant la manifestation, je sais que tu étais là, moi aussi, les charges policières complètement délirantes qu'il y a eu le soir, je pense que ça révèle... Je me suis demandé, en fait, je me suis posé la question, comment est-ce que ces gens-là pensent que ce qui leur arrive est normal ? Je parle des gens du gouvernement que je connais. Qu'est-ce qui fait qu'ils en sont à utiliser des moyens tellement délirants contre des gens normaux, hein, des syndiqués, mais aussi des manifestants qui se battent pour leur retraite, à envoyer des charges massives comme ça, tout en se disant, mais sans qu'il y ait de problème. Et en fait, je me rends compte, moi ma théorie, j'ai fini par comprendre, parce que j'en connais certains assez bien, hein. Il y en a même que j'ai connus en couche-culotte, comme Gabriel Attal, qui nous fait grâce de son arrogance et de sa médiocrité depuis quelques semaines, puisque plus personne ne veut aller au front, si ce n'est les petits jeunes les plus arrivistes. Eh bien, en fait, je me rends compte que ce qui se passe, c'est Macron a choisi les plus nuls de la classe. On a quand même vu Muriel Pénicaud qui est incapable d'expliquer la réforme. Oui. Cette vidéo extraordinaire où la ministre du Travail est incapable d'expliquer la réforme des retraites qui va arriver devant BFM TV, même pas face à quelqu'un qui essaierait de la pousser à bout. Et en fait, donc, comme il choisit les plus nuls de la classe, Belloubet, Castaner, etc., ceux-ci ne comprennent rien à ce qui leur arrive, ils sentent bien qu'il y a un truc qui ne marche pas, mais il suffit que Macron arrive avec l'impression qu'il leur fait, sorte de devenir gourou qui s'est saisi de lui, et qui leur disent non, mais il faut continuer, j'ai raison, qui les regardent droit dans les yeux. Vous savez, ils décrivent tous ce regard bleu ciel qui les transperce, qui les fascine, etc. Et comme ça, il y a ce sort de pseudo-génie qui est en fait assez médiocre, qui arrive à les convaincre qu'il faut tenir. Et comme ils sont vraiment nuls,
se disent, bon, bah, il doit avoir raison. Moi, je suis Muriel Pénicaud, je comprends rien à ma propre réforme, mais bon, il y a Macron qui m'explique qu'il faut y aller. Et donc, on est comme ça, une sorte de fascination qui est extrêmement dangereuse, parce que ces gens-là ne réfléchissent plus. Ils ont juste abandonné leur cerveau, pardonnez-moi, hein, c'est peut-être dit de façon un peu grossière, mais je pense que sur le fond, c'est juste, et ils se donnent entre les mains de ce gourou qui est en train de devenir fou. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est mettre le pays à feu et à sang, par dans je ne sais quel objectif d'arrogance. Il est en train de décomposer la société française, et là je ne parle pas de ses politiques, mais même de la façon dont il applique ses politiques. Il voit bien qu'il est en train d'amener le pays à un point de tension tellement délirant que on se retrouve dans une déprise démocratique qui est extrêmement grave et dangereuse. Et donc là, je trouve une sorte d'explication au fait qu'ils rationalisent en fait, le délire dans lequel ils sont rentrés, avec pour nous de véritables dangers qui m'interrogent sur la suite à donner, notamment vu l'absence d'alternatives politiques qui existent et l'immaturité des oppositions aujourd'hui. Absolument, et puis ce qu'on l'un et l'autre on a bien expliqué, je pense, c'est cette oligarchie. Finalement, quand on réfléchit, quand on compte une petite centaine de personnes qui font leur carnet d'adresse grâce à l'État, parce qu'en fait ils sortent. C'est exactement ça. Voilà, et Ouzlo, il y en a d'autres. 90 millions d'euros quand même pour une chaîne qu'on lui a donnée gratuitement 2 ans et demi après, ce scandale sur lequel tu travailles depuis des années. 90 millions d'euros à quelqu'un, vraiment c'est un cadeau quoi, en 2 ans et demi. Pourquoi ? Parce qu'il a des réseaux au sein de l'État. 90 millions d'euros, enfin je sais pas combien de fois, j'ai besoin de le répéter 15 fois. Et il a mis 11 000 euros lui-même dans la société qui n'avait pas de programme, pas de salariés. Et qu'est-ce qu'il a revendu ? L'autorisation qui lui a été conférée au nom des Français, puisque c'est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, et il a revendu l'autorisation. Et cette personne n'est pas en prison. Non, mais c'est même pas... C'est-à-dire que même au civil, il est condamné à rien, mais enfin, il est même pas en préventive. Cette personne devrait passer 2-3 ans en préventive, le temps qu'on s'assure qu'il n'y a pas eu arnaque, qu'il puisse se défendre en ce moment-là, évidemment, mais à partir de la prison, pas en continuant à vivre, à s'acheter, là j'ai vu dans l'article de l'Obs, c'était quoi, une villa où à Majorque à Minorque. Ouais, à Minorque pour 9 millions d'euros, non 6 millions et demi d'euros. Puis un petit restaurant sympa, enfin un gros restaurant à côté de l'Assemblée nationale où il pourra ça c'est un exemple, ça c'est incroyable le travail de dévoilement que tu es en train de faire avec ce livre notamment, sur lequel tu te bats comme un chien depuis des années. Depuis 7 ans, et seul. Tout seul. Parce que dans le petit Paris, ça scandalise personne. Non, alors que tout le monde est au courant. Parce que ça distribue, quoi, derrière, voilà, non ? Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est des réseaux d'influence. Je sais que c'est Ouzlo, apparemment, c'est ce qu'on dit, c'est lui qui aurait présenté, mais je suis pas sûr que ce soit la vraie version, Niel à Macron. Absolument. C'est ça, et qui aurait été donc le point de départ. Et qui a fait le trio BNP, puisqu'il a présenté... BNP, rappelle-le. Berger, Niel, Pigasse, qui a présenté les uns l'autre, qui a racheté le Monde, avec la complicité d'Alain Minc et toute cette oligarchie complètement oui, donc c'est ça, Macron travaillait pour Minc à ce moment-là, en sous-main, alors que théoriquement il était censé défendre les intérêts des salariés pour protéger leur indépendance, tout en faisant des déjeuners avec Niel, Ouzlo, etc. En gros, il travaillait pour tout le monde en même temps. Quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que dans tout, mais on l'a vu aussi, j'en parle dans le bouquin, dans tous ces... pour Rothschild, hein, voilà, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour Servier, c'était la même chose. Vous avez des gens qui dépendent finalement de la commande de l'État, puisque l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, c'est bien la même chose, qui ont des hôtels particuliers où toute la République, président de la République, Premier ministre, ministre, président du CAC, patron du CAC 40, auteur, éditeur, députés, sénateurs, magistrats, se réunissent, acteurs, chefs d'entreprise qu'on vient un peu pomper parce que le type il est content d'être sur la photo, et voilà comment fonctionne cette République qui est complètement corrompue de l'intérieur, et c'est ce qu'on essaie de montrer, non pas parce qu'on y trouve un plaisir, parce que les gens disent mais qu'est-ce que vous faites, etc. Moi je trouve un sacré plaisir à débusquer quand même. À débusquer, oui, ça me fait du bien de rompre un peu cet étouffoir qu'ils ont créé. On aimerait bien que ça marche, quoi, c'est tout. Et c'est pour ça que bon, la retraite c'est important, etc. Mais il y a quand même un problème plus systémique et il ne faut pas s'en tenir là. Il ne faut pas s'en tenir à l'accord que réussiront ou non à arracher les syndicats avec le gouvernement sur tel ou tel point. Il y a vraiment une réforme de fond de cette République à mener. Et c'est là où je reste quand même... très profondément, mais même émotionnellement, accroché aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils portaient cette volonté de rénovation radicale du système qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas croire qu'à système constant, on va réussir en 2022 à reconstruire une alternative qui nous permette de changer tout ça. Moi, j'y crois pas trop, quoi. Je pense qu'il faut passer par trop de compromis, par trop de rapports de séduction de cet ordre-là pour arriver à une visibilité, une possibilité d'exercer le pouvoir aujourd'hui en France. Évidemment, Macron, c'est l'exemple absolu, mais les autres, chacun à leur manière. Et c'est pour ça que mon travail épargne personne, aucun clan, y compris ceux dont j'ai été le plus proche, parce que je pense que c'est essentiel de continuer à se battre
sans compromission du tout. C'est la seule façon de s'extirper, parce que dès le moment où vous commencez à devoir quelque chose à quelqu'un, vous êtes obligé de masquer, d'offusquer une partie de la réalité, et là commence en fait l'effondrement de votre pouvoir, et de votre pouvoir qui est simplement celui de dire la vérité. Pour finir, parce que je vais te lâcher quand même à Patrick Roger, parce que tu as une émission enregistrée, est-ce que tu as des nouvelles de Julian Assange, qui est malheureusement toujours en prison? On a déposé avant-hier tous les éléments de preuve pour l'affaire. Donc l'audition d'extradition va intervenir fin février. Et il est toujours dans un état catastrophique. Je ne comprends pas que la France, et pour des questions de liberté et de dignité et d'humanité, ne fasse pas un geste. Je pense que c'est assez révélateur, encore une fois, du niveau de compromission de ces élites. Cette fois, plutôt par rapport à l'establishment américain, le pouvoir des États-Unis et leur incapacité à mener une politique étrangère autonome. Ça, c'est un des grands sujets dont personne ne parle aujourd'hui dans l'espace public, parce qu'on est tous à se distraire pour des petites affaires de mondanité, sans parler des enjeux essentiels qui touchent quand même à la souveraineté de la nation. Et sur ces enjeux, évidemment, moi j'ai un grand dépit et une grande envie de continuer à lutter pour montrer qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, et que, y compris en France, on se préoccupe pour lui et ton ordi. C'est bon, Voilà. c'est la République qui se renverse, tu vois. C'est la CIA Qui nous traque, qui nous traque. Voilà. Bon, et donc tu as des nouvelles quand même de On de se tient Julian au courant, ouais, mais c'est très dur, quoi. Il est vraiment dans un état... il est enfermé dans 7 mètres carrés, 23 heures sur 24. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de radio. Il passe toujours par des intermédiaires pour communiquer. Certains d'entre vous ont peut-être reçu des lettres, pour ceux qui lui ont écrit. Vous pouvez lui écrire. Il suffit de taper adresse Julian Assange sur Internet. Vous verrez, il y a son adresse. Il faut le tenir au courant de la marche du monde. Il faut rompre l'isolement qu'on essaie de lui imposer. Donc, si vous pouvez prendre le temps de lui écrire un petit mot, lui faire un dessin si vous ne parlez pas anglais, faites-le. Il le mérite. C'est à la prison de Belmarsh. Donc, tapez son nom, tapez adresse à côté sur Google et éventuellement Belmarsh, et vous trouverez l'adresse sans difficulté. Quand on pense que tous les médias mainstream en avaient fait un héros, OS et AULT aussi, et que finalement, homme de l'année pour Le Monde, etc., il a toutes ces révélations, ont fait les beaux jours de la presse française et internationale, et aujourd'hui nous sommes dans le silence le plus absolu. Oui, parce qu'il aura montré comment on fait son travail quand on est un vrai journaliste. Et c'est une humiliation que ces personnes-là ne supportent pas. Je pense que c'est aussi simple que ça, malheureusement, et ils ont fini par l'abandonner par peur d'être trop violemment exposés à leur tour. Donc c'est une affaire de couardise, l'affaire Assange, en fait, et de couardise généralisée, notre lâcheté, celle d'abandonner cet homme à son destin. On était 200 gilets jaunes fin octobre, on est allé le voir pendant l'audience. Et à un moment, il y avait le camion qui est sorti, et je me suis demandé, mais où il était, pourquoi est-ce que les gens ne s'allongent pas devant, quoi. Enfin, c'est aussi bête que ça, mais à un moment, quand on est face à des enjeux de cet ordre-là, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas pousser plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'on a si peur des pouvoirs auxquels on est confronté? En France, on le sait très bien, c'est le risque de finir en prison pour 3 fois rien, c'est le risque de se prendre un tir de LBD, d'être violenté, blessé. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir commencer à avoir du courage et rentrer dans des processus de désobéissance civile plus marqués pour faire entendre notre voix, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, le soutien à Assange est largement majoritaire dans la population, que ce soit ici ou ailleurs, et que l'on n'entende pas notre voix. Je pense que c'est à la fois significatif et sidérant. Comme le disait le gilet jaune éborgné, Jérôme. Place d'Italie, non? Ah oui. Le dernier, son prénom m'échappe. Il est allé manifester assez vite, parler de courage, disait j'ai perdu mon œil, mais j'ai pas perdu mes couilles. Donc ça sera le mot de la fin, les amis. C'est un peu trivial, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Retrouvez Erwan le 24 décembre à 7h40 sur Sud Radio, où il sera l'invité de la matinale. Salut à tous, ciao. Partagez, parce que je suis bloqué sur les groupes, vous savez, jusqu'au 8 janvier, parce que j'ai pas partagé des chatons, mais des informations, et donc ça c'est pas bien.